Les aborigènes d'Australie sont le premier peuple connu à s'être établi sur le territoire australien. Leur culture est vieille de plusieurs dizaines de millénaires. Depuis l'arrivée des colons britanniques en 1788, les tentatives pour les conformer au mode de vie occidental ont été nombreuses. Dans les années 90, une étude a été menée par des chercheurs sur une tribu d'aborigènes du centre de l'Australie. Malgré un nombre important de maladies importées par les civilisations de l'Ouest, ils semblaient avoir échappé à l'une d'entre elles, le handicap lié au mal de dos. 20 ans plus tard, une équipe de scientifiques a décidé de reconduire une étude similaire et le constat est tout autre. La perte de fonction liée au mal de dos a explosé. Comment expliquer qu'en 20 ans, le mal de dos soit devenu une source de handicap importante pour ces peuples qui, à la base, vivaient le mal de dos comme une grippe, un état de faiblesse transitoire qui va guérir de lui-même? Le geste qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà. Ça, il ne faut pas faire. Il faut éviter. Surtout, associer un port de charge. Il faut protéger son dos, c'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. Plier les jambes, ne surtout pas se pencher, éviter les charges lourdes. Pourtant, vous serez d'accord avec moi, caresser Poupousse en pliant les jambes et en gardant le dos droit, c'est pas super instinctif. Légitimement, on pourrait se poser la question, faut-il vraiment changer pour des gestes inconfortables dans le but de protéger son dos? Avant d'aller plus loin, il va falloir faire la distinction entre deux choses, un mal de dos et le handicap lié au mal de dos. Le handicap lié au mal de dos, c'est les répercussions que la douleur va avoir dans votre vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez mal au dos et que ça vous empêche de rentrer vos courses, on peut dire que vous souffrez d'un handicap lié au mal de dos. Dans les pays sous-développés, le handicap lié au mal de dos est beaucoup moins répandu, alors que, pourtant, le mal au dos est aussi présent que dans nos sociétés occidentales. Deux facteurs semblent s'entremêler et être responsables de cette différence. L'absence de sécurité sociale. Ils doivent continuer leur activité pour survivre et, par conséquent, ils ne peuvent pas rester handicapés par la douleur. Et le deuxième, qui va découler du premier, c'est leur rapport à la douleur. Pour développer ce point, revenons à nos aborigènes australiens. En 20 ans, le taux de handicap lié au mal de dos a explosé. Est-ce que c'est le mal de dos qui s'est propagé telle une pandémie? Visiblement pas vraiment. Durant les dernières décennies, ces tribus ont eu un accès à la médecine moderne qui s'est largement démocratisé. L'une des attitudes conseillées était de protéger leur dos. Comment expliquer que, alors que l'accès aux soins aurait dû, en toute logique, améliorer leurs conditions, c'est en réalité l'inverse qui s'est produit? The majority of what I see, I believe, would be health care-induced disability. Okay, and who are these patients you're seeing? These are people with persistent disabling back pain. And the majority of people I see have beliefs that are not evidence-based, that have been given to them. They've got scans, often. They've been told that their backs are worn out, they've got degeneration or disc bulges, that they need to protect their back and lift in a certain way and protect their backs and be careful if it hurts. And it creates a massive problem and distress. Dans notre tribu australienne, les chercheurs ont classé le taux de handicap léger à handicap sévère. Ils ont remarqué une chose intéressante. Plus de la moitié des personnes qui ont mal au dos pensent que leur douleur est due à un problème anatomique et la majorité l'attribue à des dommages du disque. Plus alarmant encore, parmi eux, ceux qui avaient la croyance d'être usés étaient les plus handicapés par leur douleur. Pour beaucoup d'entre eux, le résultat de leur radio ou de leur scanner est devenu central et a affecté leur état émotionnel, comme en témoignent ces patients. Au début, ça m'a paru un peu étrange quand ils m'ont dit que j'avais de l'arthrite et tout ça. Je pensais que c'était une blague. Puis ils m'ont montré les radios, l'IRM, le scanner, peu importe ce que c'était un peu déprimant et assez choquant de découvrir, en étant jeune, qu'on a de l'arthrite. Ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Sur la partie inférieure, je n'ai plus de gel naturel, donc c'est l'os qui frotte contre l'os. Et je n'ai plus non plus d'os du coccyx. Ça, c'était après ma dernière IRM. Et comment est-ce que ça te fait te sentir par rapport à ton dos? Déprimé et déprimant. À l'exception d'un participant, ils trouvaient tous l'origine de cette croyance anatomique dans le discours d'un praticien de santé. Le kiné et le chiropracteur disaient tous les deux que ça pouvait être un signe d'arthrite, alors je suis allé faire des radios. Je crois que c'était un scanner ou une IRM que j'ai passé pour mon dos, et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais de l'arthrite aux vertèbres L4 et L5. Et depuis, ça ne s'est pas amélioré. Quand ils l'ont découvert, ils m'ont mis sous traitement médicamenteux sur ordonnance. Cependant, on sait aujourd'hui que dans 99% des cas, une imagerie n'est pas recommandée et on sait également l'impact qu'elle peut avoir dans la tête de monsieur et madame tout le monde. Because that was sort of 3-4 years into my journey with back pain and I was
trying everything, going here, going there. I had to take a period of time off as junior doctor when I was working in Salford Royal Hospital. And I had a scan done, and I think the surgeon's name was Mr. Ross. And I always remember this because what he said, I don't think I realised till this morning how much it may have influenced me. Yeah. But he said to me, there is a disc bulge at L4, L5. But Rongan, let me tell you, if I was to take 100 people off the street now of your age, and I scanned them, I can't remember the statistic, but essentially over 50% would also have a disc bulge like you, and most of them would not have pain. Yeah, exactly. Dans cet exemple, Rangan Chatterjee nous explique que son chirurgien lui a dit qu'il avait un bombement discal et que si on prenait 100 personnes de son âge au hasard dans la rue, au moins la moitié en aurait un aussi, sans pour autant avoir de douleur. Et il a raison. Had he said, oh, you got disc bulge, that's probably the reason you've got this pain, my belief at that point would have been, I have a disc bulge, that's causing my pain. I need to be careful. I need to be careful to protect that, right? Yeah. O'Sullivan nous parle d'une étude intéressante où il divise un groupe de gens en deux. Ils font une radio à tout le monde et vont présenter les résultats de la façon suivante. Pour le premier groupe, ils vont utiliser des propos rassurants et pour le deuxième, ils vont présenter les résultats tels quels avec des mots scientifiques qui peuvent être mal compris. Et on se rend compte que 6 semaines après, en comparaison avec le groupe qui avait été rassuré, la douleur était empirée dans le groupe qui avait reçu les résultats tels quels, que le handicap était aggravé et que la santé mentale était également affectée. Imaginez un instant qu'on vous mette le compte-rendu de votre scanner entre les mains. Il montre une hernie discale. Dans notre culture occidentale, hernie discale égale dos abîmé égale douleur pour toute la vie. Au cabinet, je vois pratiquement ça tous les jours. Des personnes qui pensent qu'elles auront mal à vie et qu'elles ne pourront plus bouger à cause de leur hernie discale. L'importance du discours du praticien de santé est essentielle et on ne le répétera jamais assez. Une simple phrase peut changer à jamais l'avenir de nos patients. You're saying, I think, Peter, that many people have been told that a bulge or a bit of degeneration in the spine is the cause of their pain. And you're saying in most of the case it's not. Well, I'm saying that it doesn't define your future. Dans l'étude sur les tribus australiennes, les chercheurs ont également rapporté quelques cas de frustration, car l'imagerie ne montrait rien. Les candidats allant jusqu'à accuser la clinique de ne pas être à la pointe, tellement leur niveau d'attente à propos du scanner était important. Il semblerait donc croire qu'il faut systématiquement passer un scanner, au contraire de réduire le handicap, semble l'augmenter. En effet, à l'heure actuelle, les résultats d'imagerie sont si précis qu'il est impossible de sortir un examen sans qu'on n'y trouve rien. Et une fois qu'on pense être abîmé et que si on bouge on va s'abîmer encore plus, on tombe dans le cercle vicieux de la surprotection. We know from a lot of qualitative research that back pain has such a disruptive impact on just the things you talk about, just normal stuff like just getting out of a chair, picking up your child, the ability to sit, to travel, to do normal stuff. And it kind of starts dominating you. You start becoming hypervigilant. You start thinking about what your next option is. The other thing that pain does to the body, and it's a whole person experience, because when you have pain, your body goes into protective mode. And when we go into protective mode around the back, we tense up. So we start protecting, guarding those muscles subconsciously start contracting and tensing up, which creates secondary processes of pain. And so you just see this cycle where you become hypervigilant, it's frightening. We know fear ramps up the nervous system. We overguard and protect. We start avoiding normal activities and movements, and then you start losing your life. Pour décortiquer ce propos, il faut revenir sur la base de ce qu'est la douleur. La douleur, c'est un message envoyé par le corps pour signaler un danger. Grosso modo, il s'agit d'un signal de protection. À court terme, le corps va, en réaction à ce signal d'alarme, déclencher une attitude de garde. C'est pourquoi vous avez très mal autour de la zone lorsque vous vous coupez et que vous avez l'impression de vous cogner systématiquement à cet endroit. En réalité, vous ne vous cognez pas plus que d'habitude. C'est juste la zone qui est temporairement plus sensible. Le dos va fonctionner exactement de la même façon. Il se peut que, temporairement, le moindre mouvement soit hypersensible,
ce qui est normal. Le problème va intervenir lorsque cette attitude de garde va devenir conscientisée. C'est extrêmement important de respecter la verticale mécanique. Ouais, c'est-à-dire quand vous êtes là, eh bien on va s'asseoir, éventuellement on prend l'appui sur les cuisses, ça permet en tout cas de descendre et le dos reste plus droit. On commence alors à agir comme si notre dos était usé et à le surprotéger avec une attitude de garde et d'hypervigilance. What we understand is it's a lot more complex. Back pain can be caused by a number of factors, both what we call peripheral drivers, things like abnormal muscle tension or muscle guarding, adopting postures or movement patterns that are rigid and guarded and protective, which can create stress on pain-sensitive structures. Kind of things with it. Just getting me doing things like the crunchies, stuff on the ball, good mornings, where obviously just try and keep tilt or try and bend with my hips and keep it flat back. So in standing? Basically, yeah. And it made it worse. Une fois que l'attitude de garde est devenue chronique, on va observer différents phénomènes. Le premier, c'est une sensibilisation des autres structures, car l'attitude rigide de surprotection répartit les contraintes complètement différemment sur les structures du dos. Le deuxième, c'est l'angoisse liée au mouvement. Le moindre geste pourrait être source de douleur et personne n'a envie de vivre une douleur, qui plus est, peut être très intense. Et le troisième qui va découler de cette angoisse, ça va être le système nerveux qui va tourner le bouton de volume à fond, car il est pour lui nécessaire de protéger les structures, surtout si on angoisse à l'idée qu'elles s'abîment. I just feel like my muscles are probably tight, but I've not stretched them at all. Is that because you're a bit worried about stretching them? Yeah. I'm worried about anything to do with my back worries me. I'm proposing that, in fact, disability around back pain is iatrogenic. That is, it's healthcare system induced, where we hear the stories of people with pain, like we have the last few days, around the pain started with not even an injury. And then they go through this cascading process of seeking different treatments, given different advice, being told your disc damage, or this is worn out, or you got a pinched nerve, or you're gonna be careful when you bend and hold your core and be tense when you move. And then they describe this process of becoming depressed, highly anxious, fearful, start avoiding stuff, and then their life's trapped. Cette peur de s'abîmer, entremêlée à une angoisse du mouvement, entraîne pour ces personnes un retrait parfois brutal de leur propre vie. On parle alors d'un sujet central dans la prise en charge du mal de dos. Laissez-moi vous présenter le concept d'auto-efficacité. But it wasn't actually the pain. It was more what it did to my confidence in myself. Yep. Like I had to second guess everything. Yep. Can I do this drive? Yep. Can I help my friend pick up his sofa that he wants me to help him with? Can I take the shopping up the stairs to the car, right? Yep. When my son was born, I remember days after he was born, we were back home, that the doorbell went, and I twisted and suddenly my back went. I couldn't go and answer the door. Yep. I had to call it to my wife, who I think was feeding my baby boy at the time. She needed help and support, and not only did she have to come down and open the door, but I think for 4 weeks I wasn't able to help her and lift my baby boy. So what it does to your self-esteem and how you feel about yourself, I think is profound. Si vous vous faites mal à une cheville, vous en aurez toujours une deuxième pour décharger la première le temps de la cicatrisation. Pour le dos, l'histoire est plus compliquée. En effet, il est absolument central à tous les mouvements de la vie. S'asseoir, marcher, faire du sport. C'est la raison pour laquelle une douleur de dos peut être extrêmement handicapante et occasionner un retrait complet de la vie de tous les jours. Rappelez-vous, parfois, ce retrait est nécessaire et temporaire, le temps que les réactions de protection diminuent ou que le tissu cicatrice s'il y a une blessure. Les problèmes commencent quand ce retrait est tellement entretenu par l'anxiété qu'il devient durable dans le temps. Revenons un peu à nos tribus d'Australie. Dans cette étude, ceux qui pensaient que ça finira par aller mieux étaient moins handicapés par leur douleur et avaient tous en tête une stratégie pour s'en sortir. Il s'agit de la fameuse auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est la capacité d'un individu à gérer sa propre vie et sa douleur. Une diminution de ce sentiment est associée à une douleur de dos et un handicap qui persiste dans le temps. Alors que la recherche a très bien documenté l'importance du discours, de la rassurance et du sentiment d'auto-efficacité, comment expliquer que le mal de dos reste la deuxième source d'invalidité au monde ?
Mon avis sur la question, c'est un mélange de plusieurs choses. Si le manque de temps et d'argent peuvent être des barrières évidentes à se former, je voudrais me pencher sur d'autres choses qui, pour moi, font bien plus sens. Laissez-moi vous parler du biais d'engagement. Le problème avec la formation fondamentale, c'est qu'on s'arrête bien souvent au modèle anatomique dont on a parlé plus haut. Vous avez mal au dos, vous allez faire un scanner, vous avez une hernie discale ou encore un déséquilibre musculaire, un bassin déplacé, et j'en passe. Voici un exemple du biais d'engagement. Vous êtes jeune, vous venez de sortir de l'école et vous appliquez sur vos patients tout ce qu'on vous a appris tel un bon élève. Et puis un jour, vous entendez parler de ces modèles psychosociaux, de formations qui se donnent à ce sujet. Vous entendez que c'est peut-être bien plus efficace que tout ce qu'on vous a appris depuis lors. Mais une part de vous se dit que non, ce sont sûrement des conneries, car après tout, vous soignez tous vos patients de la même façon, vous n'allez pas commencer à, du jour au lendemain, vous former pour leur proposer autre chose. De plus, se dire ce qu'on a pu proposer avant était loin d'être optimal, c'est se prendre une sacrée dose d'humilité, et on est d'accord que c'est pas ce qui se fait de plus confortable. Moi-même, étant à la base un fervent défenseur du modèle biomécanique et de la thérapie manuelle qui lui est associée, le changement a été violent, je peux vous le jurer. De plus, on peut ajouter le marketing agressif et séduisant des formations qui nous confortent dans notre modèle anatomique. Ceux-là même qui jouent sur ce biais d'engagement pour que, lorsque vous alliez faire une formation, elle reste toujours dans le même spectre. Le modèle anatomique, qui est pourtant fortement remis en cause ces dernières années, séduit encore aussi bien les thérapeutes que les patients. Mais pourquoi ? Je pense que l'explication est assez évidente. C'est un modèle extrêmement simpliste. Il est tellement plus simple de dire à quelqu'un que son bassin est décalé, qu'il a de l'arthrose, que de commencer à lui expliquer que peut-être il dort mal depuis quelques semaines et que sa situation de stress au travail mêlée à sa peur de bouger a déclenché cet épisode douloureux. Dès lors, l'explication simpliste a beaucoup d'avantages. Très facile à expliquer et à diagnostiquer, simple à comprendre, très rapide. Dans un monde où les prestataires de soins sont débordés, il s'agit là d'un avantage non négligeable. La pression du système de santé est énorme et que ce soit dans les hôpitaux où il règne une obligation de rendement, mais également chez les kinés. Vu les honoraires proposés par l'État, on peut admettre qu'il est tentant de prendre 4 patients en même temps et de leur poser des électrodes. Pour vous donner un exemple concret, en Belgique en 2025, les soins de kiné ont été revalorisés de 80 centimes bruts par acte. Une des solutions pourrait être de revaloriser les soins à la valeur de ce qui est apporté. Dans une société utopique, une rémunération en fonction des qualifications apportées, formation suivie, etc. pourrait être une solution viable. Le mal de dos, déjà catégorisé du mal de siècle au XXe siècle, reste la deuxième cause d'invalidité dans le monde. Il semblerait que le système de soins peine à arriver au bout de ce fléau. Ce que nous ont appris les aborigènes, c'est qu'il est possible de donner une autre place à la douleur. La prendre comme une situation temporaire et rester optimiste semble être la clé. Dans une société où tout va toujours plus vite, on ne peut pas se permettre d'être sur la touche quelques jours à cause d'un mal de dos. Pourtant, de façon assez contradictoire, à vouloir faire en sorte que tout aille très vite et en cherchant une explication simple, on en arrive à se surprotéger et à créer une situation encore pire que ce qu'elle l'était au début. Comprendre le rôle de la douleur et lui laisser une place dans nos vies, c'est pouvoir mieux la gérer et mieux s'en débarrasser. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le système de la douleur, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Il est possible de s'en sortir. Par mon métier de kiné, j'ai pu aider beaucoup de gens atteints de mal de dos. J'aimerais à travers cette vidéo envoyer un message d'espoir. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de votre mal de dos, j'ai créé un e-book 100% gratuit. Vous pouvez vous le procurer via le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. À bientôt.